Marie Cauchemar. C'est ça, c'est elle. J'étais dans le vide, j'étais dans ce silence complet. Je n'avais rien, aucune sensation, aucun odorat, aucune vision. Et à un moment donné, j'ai senti quelque chose me tirer pour m'amener dans ces ténèbres, dans cet endroit où j'étais prisonnier de mon corps, mais au moins je ressentais quelque chose. Une jeune fille à la peau d'ambre qui chevauchait un monstre qui aurait fait peur au pire des démons de l'enfer. Elle m'a déposé là et m'a expliqué qu'elle était venue en aide à Archibald, à sa sœur et à moi, car c'était son rôle à elle de venir en aide aux gens. Marie Cauchemar. Grâce à elle, la sœur d'Archie a su sortir de sa convalescence. Grâce à elle, la sœur d'Archie a pu guérir et les deux frères et sœurs sont sortis de l'hôpital. J'étais heureux pour eux. J'étais heureux pour eux parce qu'ils avaient pu, eux, avoir la chance de sortir de l'hôpital. Je regrettais quand même parce que grâce à eux, grâce à leur présence, ça me faisait enfin une animation, une vie quelque part, parce que c'est horrible un hôpital. Parce qu'il y a toujours des malades. Des malades dont parfois la vie s'en va. Mais ce qu'il y a de magnifique dans un hôpital, c'est qu'il y a toujours de la vie. De la vie qui se bat, qui essaye de s'en sortir. Et c'est comme ça qu'un beau jour, boum, c'est revenu. J'ai entendu du bruit, des blouses blanches, plein de gens qui pleurent, des cris. Je venais d'avoir la chance de recevoir une nouvelle colocataire. Et celle-ci, en plus, je me suis dit que ça allait encore mieux se passer que la dernière, parce que celle-ci, elle aussi, elle était dans le coma. Je me suis dit, peut-être qu'on arrivera enfin à communiquer entre rêves interposés, mais à trouver un moyen. J'ai essayé de lui parler, même si j'étais coincé dans mon corps. J'ai essayé de plus profond de mon âme, de parler, de crier, mais je n'entendais rien, je ne ressentais même pas sa présence. Pendant un instant, j'ai eu peur pour elle. Je me suis dit, si ça se trouve, si elle est dans le coma, elle était peut-être comme moi, prisonnier du vide, prisonnier du silence, et je ne le lui souhaitais pas. C'est horrible d'être coincé dans son corps, de ne pouvoir avoir aucun moyen de communiquer avec l'extérieur, mais au moins de sentir qu'on y est. Parce que lorsqu'on est dans cette autre face du coma, dans cet autre endroit de l'inconscience, où son inconscient lui-même semble disparaître, c'est la pire des souffrances. Comme je voulais l'aider, au moins trouver un moyen de communiquer avec elle, j'ai réfléchi, je me suis dit comment je pourrais faire. La seule chose qui m'est venue, c'était peut-être de me laisser aussi sombrer dans le silence. Que peut-être, tous les deux, on arriverait à remonter. J'avais peur d'abandonner mon corps que je venais de retrouver, mais je voulais quand même essayer de faire quelque chose pour elle. Alors, j'ai essayé de m'abandonner dans mon rêve et je me suis senti sombrer petit à petit. Petit à petit, j'ai vu les lumières disparaître, la pénombre disparaître, mes sensations, mes émotions disparaître. Je me suis senti moi-même disparaître. Et à un moment, je l'ai senti. J'ai senti quelque chose me pousser, me tirer de l'extérieur. Et à ce moment-là, j'ai ressenti à nouveau une sensation. Mais la pire de toutes, j'étais terrorisé, j'étais tétanisé, je sentais une douleur horrible me déchirer la chair. Je me retrouvais à nouveau dans les ténèbres, à l'intérieur de cette bête, de cette chimère, de ce monstre, et tout dessus se trouvait Marie Cauchemar, qui chevauchait sa créature. Sa créature elle-même m'a juste craché de sa bouche. Par terre, j'ai eu la peur de ma vie, j'avais l'impression que je n'aurais jamais dû me laisser sombrer dans ces ténèbres, que peut-être sa créature allait me dévorer. Sans rien dire, Marie Cauchemar a juste caressé la nuque de sa créature, qui s'est mise à vomir une chose immonde, une sorte de gros génophe pourri, à la forme complètement goudronnée, dense, latérite et ocre. Et à l'intérieur, j'ai vu éclore ma nouvelle colocataire. Elle semblait apeurée. Elle ne comprenait pas où elle était, je la comprends. Moi aussi, quand j'ai atterri dans ces ténèbres, j'étais en panique. J'ai essayé de la calmer. Je lui ai expliqué où on était. Je lui ai expliqué que si elle était à nouveau retournée dans ces ténèbres, dans cette noirceur complète où il y fait froid,
c'était qu'elle avait au moins eu la chance de retourner dans son corps, même si elle était incapable de le bouger. Après qu'elle se soit un petit peu calmée, je lui ai demandé « Mais du coup, toi, qui tu es? Comment tu t'appelles? D'où viens-tu » Avec la timidité qu'elle avait et qui la marque tant, elle a pris les devants et elle a dit « Je m'appelle Naponil et je n'aime pas surtout qu'on me dise ou frêle ou bien fragile parce que moi, j'adore les pantalons. Mais je suis bien une fille et je n'aime pas qu'il me faille aimer porter tous ceux qui brillent, brillant à lèvres, belle et fine taille. Taillé pour n'être que banal, depuis toujours, mes parents forgent l'image d'une jeune fille idéale, propos sur elle, sur tout rapport. Pourtant je me demande, je m'interroge, pourquoi tout le monde me veut spécial, spécialement maintenant que je déroge à toutes leurs règles bancales. Je m'appelle Naponil, et mon nom est une chaîne, une corde, un lien, un fil, censé rendre pérenne l'histoire de ma famille dont je suis la gardienne. Et comme il paraît que bon sang ne saurait point mentir, ben je m'en tire à bon escient, avec un prénom voulant dire combien mon grand-père, en son temps, fut tout un héros, un martyr. Grand-père avait eu cette chance de faire partie des rares qui, durant l'indépendance, acquirent leur savoir à l'école. Mais cette tendance s'est inversée dès lors que certaines personnes se battirent pour que l'or revienne enfin à tous les hommes, même ceux que les pires colonies. Je m'appelle Naponil, et ça fait rire bien des ânes qui me trouvent juste débile parce que moi je fais pas très femme. Ma mère elle-même souvent rumine et pleure en mon grand dame du fait que je ne porte que des jeans. Mais enfin, Naponil, tu es bientôt une femme, ton corps lui-même est déjà nubile et tu n'as encore rien d'une dame. Je sais pas trop ce que ça veut dire, ni même à quoi vraiment m'attendre. Maman, elle voudrait juste que je m'inspire de mon autre vieille tante, l'autre personne dont je tire ce lourd prénom qui me hante. Je m'appelle Naponil, et mon drôle de prénom, même s'il vous semble futile, résulte de la contraction de deux personnes de ma famille, mon grand-père Napoléon et ma tante Léonille. Alors même si dans le fond ça sonne comme un vaudeville, même si parfois c'est une malédiction, l'héritage n'est pas facile. Parfois c'est même un don, parfois c'est inutile, parfois c'est une passion, parfois c'est juste un prénom. Naponil, j'étais content d'arriver enfin à parler à quelqu'un. Dans notre malheur, dans notre désespoir, dans notre prison de corps et de chair, on avait trouvé au moins le moyen de communiquer. Naponil me parlait d'elle, de sa vie, de ce qu'elle aimait faire, et avant tout, elle me parlait de son père. Parce que Naponil était de ce genre de personne dont on pouvait dire qu'elle avait littéralement le cœur sur la main. Naponil, même dans son coma, même dans son malheur, n'espérait qu'une chose, c'était tout simplement de se réveiller. Pas pour elle, pas pour retourner vivre sa vie, mais pour éviter la souffrance de son père qu'elle admirait, qu'elle vénérait, parce que son père était un héros. Et pour lui, elle voulait avant tout lui éviter tous les malheurs du monde et devenir la femme la plus exemplaire du monde. Son père, il fallait en entendre parler. C'était un cador, c'était quelqu'un d'incroyablement. Son père, il était une fois venu pour l'aider, elle. Venu de loin d'une île pour la simple bagatelle que bien qu'elle ne soit pas rose. La vie dans nos contrées, lui malgré tout, il ose. Car il veut la sauver, il avance à la dérive. Sans maison, Téhéran, Bagdad ou Tel Aviv, peu importe franchement. De savoir d'où il vient, puisque la bien-pensance ne le veut pas citoyen, et que beaucoup se disent, pensent, qu'il n'est pas le bienvenu, ou qu'il n'a pas sa place parce qu'il n'est pas vêtu, comme tous ceux de la masse. Alors dis-moi, toi, est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Je, tu, il, elle, nous sommes des enfants d'une histoire dont finalement la somme n'est que le fruit d'un hasard. Palestinien hier, ou bien Syrien demain, si rien ne change sur terre, si ce terre devient un commun, comment pourrons-nous faire pour dire à nos bambins, bon bec aux dents et fiers, qu'on laisse mourir l'humain?
est le pion sacrifié d'une partie d'échecs géopolitisée entre Wall Street et la Mecque. Comme il veut être bien vu, il fait des pieds et des mains pour que tous les jeux laitus veulent bien faire copain, copain. Mais lorsqu'il passe une porte en transport en commun, ses chaussettes ou ses bottes, son turban, voire son teint, quelque chose le dénote car il est toujours quelqu'un en retard sur l'époque pour lui reprocher son teint. Il a dû se réfugier pour fuir la dictature, les élections truquées et séances de torture. Alors il ne désire, dans sa quête de Graal, ni de monde, ni d'empire, mais juste une vie normale. Il, malgré tous les avis vis-à-vis des siens, pourtant, ce qu'on pense de sa vie, lui s'en fiche du moment que ceux de sa famille nucléaire, femmes, garçons et filles, tous ceux et plus firent la guerre, comme il y pense souvent, comme il se sentait épuisé, il aime s'asseoir devant le journal télévisé, mais tout ce qu'il y entend lorsqu'il allume le 20h est tellement affligeant que lui-même il prend peur. Un attentat par-ci, une agression par-là, et il se demande si c'est un hasard ou pas qu'on lui demande à lui de condamner tout ça, mais jamais à Marie, Étienne ou bien Lucas. Il, même si la nation pense que nos lois sont laïques, lui il a bien conscience de ses dérives catholiques depuis qu'on le harcèle pour qu'il se mette au jambon. Liberté relève-t-elle de l'art ou du... Il, son père, son héros, ne lui en demandait pas tant, mais par tout son vécu, Naponil se sentait le poids d'un héritage dont elle se devait d'être forcément à la hauteur de la bravoure de ses anciens, de son père, de sa mère, et pour eux, elle s'efforçait chaque jour d'essayer une femme modèle, une fille parfaite, mais Naponil n'a jamais été très féminine en fait. Et à cause de ça, à force d'essayer d'être quelqu'un qu'elle n'était pas, elle avait comme l'impression qu'elle était une mauvaise personne, qu'elle avait un trou à l'intérieur, une pierre à la place du cœur. C'était même quelque chose qui la dévorait. C'était même à cause de ça qu'elle s'était retrouvée à l'hôpital. Quelque chose à l'intérieur de son cœur la paralysait de toutes parts et l'empêchait de vivre sa vie correctement. Mais heureusement, malgré tout ça, Naponil n'était pas désemparée parce elle avait la chance d'être quand même entourée de ses amis, de sa famille, de ses proches, et en particulier de son meilleur ami, qui venait tous les jours la voir, tous les jours à la sortie de